Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans l'Hebdo Écho, votre rendez-vous avec l'économie sur Média TV. Le 30 janvier 2017, le Maroc fait son grand retour à l'institution de l'Union africaine. Quels impacts pourrait avoir ce retour à la famille institutionnelle panafricaine du Royaume sur l'économie marocaine, mais aussi sur les autres pays africains? Quelle place de l'investissement marocain aujourd'hui en Afrique? Quels sont nos atouts et quels sont les secteurs sur lesquels nous devrions miser pour étoffer nos échanges et nos investissements dans les sous-régions africaines? Et quels sont les marchés porteurs en Afrique? Comment le Maroc peut-il s'inspirer de ces modèles de croissance, notamment en Afrique centrale? Pour répondre à ces questions et à beaucoup d'autres, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Yacine Diamafal. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes la représentante résidente de la Banque africaine de développement au Maroc. Bienvenue. Merci. Également sur ce plateau, Abdou Souley Diop. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes le président de la commission Afrique et Sud-Sud à la CGEM. Bienvenue à vous aussi. Merci. Également sur ce plateau, un entrepreneur marocain qui a choisi d'emprunter la route africaine pour développer son business. Hicham Hamadi, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes à la tête d'une PME marocaine et également ex-président de l'Association des sociétés technologiques. Donc, l'éthique, c'est un peu votre dada et c'est votre spécialité. Parfaitement. Bienvenue à vous aussi. Merci. Et puis, j'ai le plaisir aussi de recevoir sur ce plateau Leila Slassi, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes avocate d'affaires et également partner dans le cabinet Afrique Advisors. Oui. Bienvenue à vous aussi. Merci. Le retour du Maroc au sein de l'Union africaine va renforcer son influence diplomatique en Afrique et constitue une étape positive pour les ambitions régionales du pays. Fin de citation. C'est ce qui ressort de l'analyse du cabinet BMI Research du groupe Fitch, justement sur la réintégration du Royaume à l'UA. Alors, ce retour, Madame Fall, qu'est-ce qu'il change pour le Maroc et pour les autres pays africains? Bien, je pense que cette réintégration consacre un processus de resserrement des liens déjà fortement établis entre le Maroc et le reste de l'Afrique et qui s'est particulièrement accéléré dans les, disons, 4-5 dernières années, même s'il a été entamé depuis les années 2000, à travers les tournées royales. Et ces tournées, il faut le noter, sont largement axées sur un volet économique, sur le développement de partenariats publics-privés entre les acteurs marocains et ceux des pays visités. Il faut remarquer que, par exemple, entre 2000 et 2013, il y a 200% de hausse des investissements marocains. Et aujourd'hui, 85% des investissements directs étrangers du Maroc sont vers l'Afrique subsaharienne. Alors justement, le souverain au lendemain de cette réintégration et ce discours historique de Sa Majesté le roi Mohamed VI dans le siège de l'Union africaine, je le cite d'ailleurs, depuis l'an 2000, le Maroc a conclu donc, dans différents domaines de coopération, vous venez de le citer, près d'1 millier d'accords avec les pays africains. À titre de comparaison, je cite toujours le souverain dans son discours du 31 janvier, savez-vous qu'entre 1956 et 1999, eh bien 515 accords ont été signés, alors que depuis 2000 jusqu'à aujourd'hui, en 2017, il y a eu 949, c'est-à-dire près du double. Et là, je ferme les guillemets. Monsieur Diop, vous représentez le patronat marocain qui a souvent accompagné des visites de Sa Majesté dans les 47 pays africains où il s'est rendu ces dernières années. Quelle est justement la place maintenant, aujourd'hui, du secteur privé dans cette nouvelle stratégie africaine du Royaume? Je pense que la stratégie africaine du Royaume, elle est, c'est vrai, très politique et sociale, mais elle est aussi, depuis une dizaine d'années, fortement économique. Donc aujourd'hui, on l'a bien compris, l'économie constitue un socle assez important pour le développement des relations politiques. Donc cette réintégration à l'Union africaine permet aujourd'hui d'avoir une légitimité plus grande en termes de développement économique de notre
tissu d'entreprises sur le continent, nous permet d'être aussi acteurs dans des communautés économiques régionales qui sont affiliées à l'Union africaine, nous donne plus de légitimité lorsqu'on sollicite la conclusion d'accords dans le cadre de la CEDEAO ou encore de la CEMAC ou encore de la SADC, et également nous permet d'être acteurs dans les différentes rencontres qui sont organisées sous l'égide de l'Union africaine. Récemment, on a fait le sommet Inde-Afrique à New Delhi, qui était sous l'égide de l'Union africaine. Si on n'avait pas été invité par le Premier ministre indien, on n'aurait pas pu y assister. Donc ça ouvre des portes. Ça ouvre effectivement de nombreuses portes. Et en plus, ça donne une vraie légitimité à toutes les actions qu'on mène. Aujourd'hui, dans la dernière tournée, particulièrement au Nigeria, on a lancé un projet important qui est le projet du gazoduc, qui va couvrir plusieurs pays. C'est des projets qui sont éligibles au NEPAD, sauf que le NEPAD est une institution qui émane de l'Union africaine. Donc aujourd'hui, c'est vrai que, moi j'aime bien dire, c'est un retour à la famille institutionnelle. Ce n'est pas un retour parce que certains pourraient penser que c'est un retour en Afrique. Non, le Maroc a toujours été pleinement ancré en Afrique et a développé beaucoup de choses en Afrique. Et aujourd'hui, on est vraiment dans une dynamique qui nous permet d'être plus légitimes sur ces marchés, de ne plus avoir ce reproche que certains pouvaient nous faire de dire oui, c'est vrai que le Maroc agit beaucoup sur le continent, mais n'est pas dans les instances africaines. Institutionnelles. Donc, institutionnelles. Aujourd'hui, donc, ce retour permet d'ouvrir de nouvelles portes, permet d'avoir aussi cette légitimité de pouvoir solliciter l'accès à des communautés économiques régionales qui sont aussi des centres qui émanent de l'Union africaine. Là, puisque vous parlez de légitimité, Maître Slassi, on parle de légitimité. Alors, justement, sur le côté juridique, M. Diop a largement développé cette idée de légitimité. Comment, selon vous, on pourrait parler de cette légitimité du côté juridique ? Alors, le Maroc avait naturellement toute sa place au sein de cette organisation internationale. Et d'ailleurs, il suffisait de remplir la majorité des membres, de convaincre la majorité des membres de notre retour pour pouvoir de nouveau siéger parmi les membres de cette instance. Donc, au point de vue légitimité, il n'y avait pas véritablement de questions à se poser. En revanche, maintenant, comme disait très justement mon voisin de table, on va pouvoir participer à des discussions qui commencent au sein de cette instance et qui sont très importantes. Actuellement, et depuis 2015, on a démarré au sein de l'Union africaine des discussions sur les zones, la création d'une zone de libre-échange continentale. C'est une avancée majeure et c'est un grand projet de l'Union africaine auquel le Maroc va pouvoir trouver toute sa place avec tous les autres représentants et négociateurs, apporter sa voix. Et là, c'est clairement quelque chose qui ne fallait pas manquer puisque ça va ouvrir et ça va permettre d'accentuer les échanges entre les États africains qui aujourd'hui font cruellement défaut. Nous y reviendrons à ce projet très ambitieux de zone de libre-échange africaine, mais retournons justement sur la politique économique du Royaume, notamment en Afrique de l'Ouest. Là, je parle bien sûr de plusieurs secteurs, et en l'occurrence le secteur bancaire qui a accompagné, et disons-le, a ouvert la voie à cette dynamique. Je vous propose de regarder tout cela dans ce récit de Nisrine Aouzdar, de nos équipes de reportage. L'Afrique est plus que jamais confrontée à un défi majeur, accroître sa croissance, notamment celle des secteurs clés et intensifs en capital. Cela ne se fera pas sans une efficace et solide coopération sud-sud. Cette belle aspiration est portée par le Maroc. L'excellence du leadership du Royaume dans le continent n'est en effet plus à démontrer. On se souvient tous du discours d'Abidjan où le roi Mohamed VI avait plaidé pour la consolidation de cette coopération. Son appel avait trouvé écho auprès de plusieurs États africains. On le voit depuis le message fort que Sa Majesté a lancé en 2014 lors du discours d'Abidjan. Il est important que les relations entre les pays du continent soient basées sur du pragmatisme, c'est-à-dire vraiment de l'efficacité. Et également, nous nous inscrivons toujours dans le cadre des plans de développement des différents pays. C'est-à-dire que quand les entreprises marocaines interviennent dans le cadre de la coopération dans un certain nombre de pays, on privilégie les secteurs qui sont porteurs de développement de ces pays.
Les experts estiment que le secteur bancaire sera l'un des plus forts gisements de croissance de l'Afrique, rappelant que les banques marocaines sont d'ores et déjà implantées dans plusieurs pays du continent et cela pourra accompagner ce secteur justement qui a su dégager des marges intéressantes. On retient notamment la Banque Centrale Populaire, Attijari Wafa Bank et la BMCE. En fait, il y a plusieurs milliards de dirhams maintenant que le groupe BMC Bank of Africa a investi de par la volonté du président Sibn Jloun et de ses actionnaires. Et la motivation essentielle qui est régulièrement réitérée par le président est que nous voulons contribuer à la diversification et des échanges et des investissements du Maroc. Nous avons entamé depuis maintenant une douzaine d'années une politique d'expansion en Afrique subsaharienne et dans le Maghreb, animée par la conviction que l'intégration sud-sud, le partage d'expériences et l'investissement en partenariat est susceptible de créer des richesses, des emplois pour l'ensemble de nos économies. C'est donc un modèle de coopération pionnier qui ne cesse de porter ses fruits. Sa réussite est au service des intérêts économiques et stratégiques d'un continent qui regorge de potentiel. L'approche vers les pays de l'Ouest sera-t-elle la même? C'est une question. Sera-t-elle la même en Afrique de l'Est ou encore centrale, Madame Fall? Ben écoutez, l'approche est différente. Il faut quand même dire que les pays de l'Afrique, de la proximité de l'Afrique de l'Ouest avec lesquels le Maroc a toujours noué des relations, ont une configuration qui est différente et, par surprise, peut-être un plus grand potentiel de croissance, puisque par définition, en valeur relative, on a des opportunités de développer les retombées des investissements de manière beaucoup plus significative. Par exemple, la banque a entrepris une étude de complémentarité, une étude sur les questions tarifaires. Alors, sous réserve, bien sûr, de pouvoir traiter de la question des barrières douanières, mais si, par exemple, le Maroc développait, baissait les droits de douane auprès de la communauté est-africaine, une réduction des tarifs de moitié pourrait accroître les exportations marocaines de 40%. La banque a également réalisé une étude de complémentarité sur le type de produits importés par la région et celles exportées par le Maroc. Il y a une plus grande complémentarité justement de ces produits entre le Maroc et l'Afrique de l'Est qu'il n'y a avec ses partenaires habituels de proximité. Alors justement, dans son discours d'Abidjan, le souverain avait soulevé cette question de rapprochement historique avec certains pays de l'Afrique de l'Ouest, mais qu'aujourd'hui, il fallait plutôt parler d'efficacité de ces économies. En l'occurrence, on le remarque avec ces économies qui signent des taux de croissance absolument extraordinaires en ces temps, en tout cas de conjoncture internationale difficile. En tant que... On parle plutôt micro et en s'adressant à ces PME. Est-ce que vous avez tenté justement l'aventure en Afrique de l'Ouest et également en Afrique de l'Est? Quelle différence avez-vous remarqué? D'abord, s'exporter ou exporter ses produits et services doit déjà émaner d'une stratégie, d'une vision. On ne peut pas aller simplement par le fait qu'on se dit qu'il y a un potentiel qu'on va aller vendre. Il faut se dire, est-ce que le produit, est-ce qu'il y a un besoin dans le pays qu'on cible? Est-ce que le produit existe? Quelle compétitivité? Quelle concurrence? Quel prix? Puis après, quel cadre juridique? Naturellement. Alors, naturellement, enfin, comme vous le dites, les deux configurations sont différentes. Vous avez une législation assez différente d'un pays à l'autre. Ne serait-ce que la taxation des services qui peut varier du simple au double. Donc, vous pouvez être taxé à 10%, comme vous pouvez être taxé de 20 ou 30% sur les services. Et donc, ça influe sur le prix. C'est pour ça que je disais, il faut que ça soit déjà étudié avec une stratégie, avec une vraie volonté de s'exporter. Après, il y a une différence de culture. D'une manière générale, c'est que vous avez le oui au Maroc n'est pas égal à un oui ailleurs. Oui, je vous ai compris, mais ce n'est pas oui, je prends votre produit. Donc déjà, vous avez cela. Et enfin, ça, on a fait beaucoup de missions avec Abdo. Excusez-moi, je vais vous interrompre. On reviendra justement sur ces missions.
quelle est l'efficacité, je reviens à ce terme très important, de ces missions qui sont organisées? Le terrain est certes balisé à travers une stratégie et une feuille de route, comme je le disais, établie par le souverain. Ces missions, ces forums, est-ce que finalement, en tant qu'entrepreneur, vous remarquez qu'elles vous sont bénéfiques? Oui, elles le sont parce que... Dans quel sens? Dans quel sens? Quand vous avez un passage institutionnel fort d'un souverain avec l'ensemble de son gouvernement, avec de l'administration, vous avez un tapis rouge qui est déroulé. Vous avez un accueil extraordinaire. Maintenant, la difficulté, c'est de maintenir cette euphorie après le départ. C'est quand vous avez un souverain qui part, qui est accessible, qui signe beaucoup de conventions, avec un parterre de ministères, vous avez les portes qui sont ouvertes. Très bien. Maintenant, au retour, la difficulté, c'est de faire en sorte à ce que ces portes restent ouvertes. Et la difficulté est une difficulté réelle. Parce qu'une fois qu'on revient chez nous, business as usual. Vous avez des problématiques ici, vous êtes en train de pédaler. Comme vous l'avez si bien dit, le Maroc est composé de PME atomiques, donc ils ont d'autres soucis. Et on oublie cette prospection, sachant qu'il y avait un potentiel. Et Dieu sait que... vous dites. Il y avait. C'est pour ça que je vous disais que les portes se ferment, parce que le potentiel, vous savez, ce n'est pas parce que vous avez serré une main que vous avez un bon de commande. Vous avez serré une main, vous avez une acceptation, vous avez une intention de travailler avec vous, mais pour recevoir ce bon de commande, il va falloir démontrer que vous êtes capable d'être ici. Enfin, parlons simplement d'un contexte marocain. Une entreprise ne va travailler avec une autre entreprise que si elle a la garantie qu'elle sera présente. Et c'est la même question que ces pays nous posent. C'est que je signe et demain vous serez ici. Et quelle est votre réponse? Alors la réponse c'est que... la réponse est très difficile. Mais oui, c'est que, vous savez, c'est le chat qui se mord la queue. C'est que, oui, donnez-moi le projet, je serai avec vous. Enfin, on arrive quand même à le faire, on arrive quand même à nous établir dans 2 ou 3 pays qu'on arrive à gérer. Mais c'est là où l'accompagnement étatique doit être fort. Étatique ou... Politique institutionnelle. Aussi étatique, parce qu'on a beaucoup d'outils qui sont capables d'accompagner, on va dire, l'export. On a des outils avec le ministère du Commerce extérieur, on a des outils avec Maroc Export. Et c'est là où je souhaite qu'ils regardent l'émission et qu'ils se disent comment peut-on, j'espère pour eux, que l'accompagnement soit efficace. Parce qu'aujourd'hui, l'accompagnement, il se fait sur une intention. On va demander à une entreprise d'établir un business plan, de nous dire comment elle s'exporte, et puis après, il y a un financement. Faisons autrement. Finançons l'établissement d'une entreprise à l'étranger. Si j'ouvre une filiale, finançons cette ouverture. Là, c'est plus fort, parce que quand vous allez ouvrir, vous allez montrer votre volonté de vous établir dans le pays. Vous allez créer de l'emploi, vous allez donner un gage de garantie à l'ensemble des acteurs et vos clients vont se dire bah, oui, effectivement, il est sérieux, il est là. Donc, il faut qu'on aide les entreprises plutôt dans ce sens. Ça ne peut pas être ouvert à tout le monde parce que, comme je disais, il faut que l'entreprise soit assez mature pour pouvoir aller vers l'export. Certainement. Et malheureusement ou heureusement, on a un pays dans lequel les entreprises sont tellement atomisées. Et c'est pour cela qu'il y a autre chose qu'on peut faire, c'est l'agrégation des services. L'agrégation des services peut faire en sorte à ce que moi, avec d'autres entreprises, on peut s'exporter ensemble et pas chacun tout seul. Donc la difficulté, elle est là. Monsieur Diop, il faut arrêter. Non, moi je disais il faut arrêter d'être des loups solitaires. Aujourd'hui, l'entrepreneur marocain est un loup solitaire. Moi, j'ai plusieurs... Est-ce que ça s'applique sur tous les secteurs? L'essentiel des secteurs. Aujourd'hui, il faut juste se dire très clairement, Hicham l'a bien dit, le développement en Afrique doit être une stratégie. Elle ne doit pas être ni opportuniste, ni liée à des tournées royales ou autres. Les tournées royales sont très bien, elles ouvrent des portes. Elles balisent le terrain. Elles balisent le terrain où elles viennent... je dirais, mettre une couche sur un travail déjà fait. Il faut que les entreprises se mettent dans une dynamique de travail continu. On construit une démarche, on la déroule. Il y a des instruments, effectivement. Il y a Maroc Export qui organise un certain nombre de choses. Il y a la CGM qui organise des missions en dehors de ces tournées royales. Il faut que les entreprises puissent bénéficier de tous les mécanismes. Et il faut qu'on soit dans une dynamique réellement consortiale. Aujourd'hui... Alors, concrètement, Concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce qui devrait être? Je ne peux pas avoir 4 sociétés, 4 PME de technologie qui m'ouvrent chacune une filiale à Dakar de développement commercial. Un consortium, on crée des structures communes
on institutionnalise le partage et on crée un one-stop shop où on va avoir différentes typologies de produits. Donc, Hicham va s'occuper du Sénégal, Abdelrazak va s'occuper de Côte d'Ivoire, ainsi de suite. Et comme ça, on a plus... Aujourd'hui, là où ça se fait et que ça marche très bien, c'est dans les BTP. Les gens des BTP l'ont très bien compris. Ils se mettent en groupement et partout où ils vont, on est sur le marché marocain, travaillons en concurrence. Pas de problème. Mais quand on va sur d'autres marchés du continent, soyons plus intelligents. Allons en consortium. Je prends un projet de 5000 logements, je n'ai pas besoin de faire tout seul les 5000. Je me mets avec 3 autres. En tant que confédération, est-ce que vous ne passez pas ce message aux PME? Comment les perçoivent-elles? Ben si, aujourd'hui, on le passe systématiquement. Et même quand vous voyez dans les différentes missions, on s'organise pour D'où ma essayer question de sur construire. ces missions. Est-ce que finalement, elles portent leurs fruits? Ben, bien sûr, elles portent leurs fruits. Aujourd'hui, les missions, elles se préparent, elles se construisent. Pourquoi elles portent leurs fruits? Parce qu'il y a une préparation et les entreprises qui sont dans ces missions sont des entreprises qui sont dans la dynamique. Les missions ne doivent pas être le point de départ qui leur fait bouger. La mission ne doit être que l'élément qui permet de conclure. Aujourd'hui, les projets qui ont été signés en Éthiopie ou au Nigeria, ce n'est pas des projets qui ont été construits en quelques mois. Les gens travaillent depuis plusieurs années. C'est très lourd pour être préparé en quelques mois. C'est pour ça que je dis, aujourd'hui, il faut se préparer, il faut construire les choses, de manière, travailler sur les complémentarités, travailler sur les plans de développement des pays, voir où est-ce qu'on peut apporter et justement se regrouper pour avoir plus d'efficacité et plus de force de frappe. Ça, bien sûr, on sensibilise, mais à la fin de la journée, le chef d'entreprise est maître chez lui. C'est lui qui décide de ce qu'il fait. Oui, bien sûr. Et aujourd'hui, tant que le chef d'entreprise marocain n'aura pas compris qu'il faut qu'on y aille grouper, qu'il faut qu'on travaille en consortium, qu'il faut qu'on ait une offre commune, on va avancer doucement, doucement, mais on n'ira pas au rythme qu'on souhaiterait que nos entreprises aillent sur le continent. Alors, c'est des solutions qu'on peut apporter. Par exemple, la Banque africaine de développement a mis en place un appui à Maroc Export pour justement accompagner et faire bénéficier les investisseurs marocains de l'expérience, de la présence de l'institution sur l'ensemble des pays du continent, de leurs connaissances. Et par exemple, j'ai le plaisir d'annoncer que nous, par le biais de Maroc Export, la banque va appuyer l'édition d'un guide qui va permettre de faciliter la connaissance, le déplacement des opérateurs marocains sur le reste du continent. Félicitations. Leila Selassie, est-ce que vous accompagnez des multinationales, en l'occurrence internationales, mais récemment des entreprises marocaines, vous les accompagnez pour prospecter déjà dans des pays africains. Avez-vous remarqué un changement de tendance? Un changement de tendance pour l'entreprise marocaine. Pour l'entreprise marocaine, ce sont des marchés nouveaux. Clairement, les marchés d'Europe de l'Est sont des marchés d'Afrique de l'Est sont des marchés nouveaux. D'Europe de l'Est aussi, peut-être. Pourquoi pas. Donc oui, c'est clairement un changement de tendance. Les entreprises marocaines ont toujours eu tendance à chercher à accroître leur part de marché au Maroc. Et aujourd'hui, l'Afrique représente une nouvelle frontière où ces entreprises vont aller chercher des associations, des partenariats à nouer avec des entreprises qui opèrent dans les mêmes secteurs en Afrique. Oui, pour moi, elle est là. En soi, le départ en Afrique est une nouvelle tendance. C'est pas quelque chose qui était dans notre ADN économique marocain. Exactement, c'est surtout cet aspect de partenariat que vous avez dit, c'est-à-dire à nouer des partenariats avec des entreprises déjà existantes. Déjà existantes, exactement. L'entrepreneur marocain a compris qu'il n'allait pas refaire la roue et qu'il n'allait pas aller sur des terrains qu'il maîtrise mal, qu'il ne connaît pas, sans un partenaire local. Donc, en tout cas, pour les clients que j'accompagne, y compris les
multinationales que j'accompagne via le cabinet, systématiquement, on est à la recherche d'identifier d'abord des personnes sur place avec qui on pourrait avoir des intérêts croisés et qui pourraient s'engager avec nous dans une joint venture ou un partenariat pour réaliser un projet. Quels sont selon vous les secteurs qui ont le plus la cote en ce moment? Il y a bien évidemment il y a les secteurs de l'énergie, il y a les secteurs financiers, de assurance financier, télécom. Là, ce sont des gros secteurs avec des gros opérateurs. Le secteur de l'énergie est aujourd'hui un secteur qui attire aussi bien les gros que les petits, avec des projets de toute taille. On voit des grands projets de 500, 850 mégawatts ou des petits projets de 30, 40 mégawatts qui sont d'ailleurs davantage adaptés à la réalité africaine, puisqu'on apporte l'énergie là où on en a besoin sans avoir à constituer de grosses centrales, ce qui suppose d'ailleurs derrière des gros travaux d'infrastructure et de réseau. Donc oui, l'énergie. Et aujourd'hui, les fonds d'investissement internationaux sont très à l'écoute et très regardants sur tous les projets qui ont trait à l'éducation et à la santé, tous les services qui pourraient être apportés à la classe moyenne émergente africaine, donc les écoles privées, la santé, c'est deux secteurs qui sont clairement aujourd'hui qui ont la cote. Qui ont la cote. Est-ce que nous ciblons justement ces secteurs au Maroc, notamment ces secteurs que Madame Slassi vient de citer, qui ont la cote Ah oui, de toute façon, comme je le dis toujours, aujourd'hui, en tout cas, côté CGM, quand on organise des missions, on s'inscrit dans les secteurs qui sont porteurs de développement pour les différents pays. Et comme l'a bien dit Madame Slassi, aujourd'hui, c'est très clair, l'Afrique, c'est d'abord les infrastructures, c'est les secteurs sociaux, donc éducation, santé, et c'est tout ce qui est agroalimentaire, donc qui est lié au développement de la classe moyenne, à l'urbanisation, etc. Quand vous couvrez ces secteurs, vous êtes déjà avec les services financiers et les IT, bien sûr, qui vont avec la modernisation. Quand même. Vous couvrez l'essentiel. Oui. Et pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, on a tendance à dire qu'aujourd'hui, l'Afrique de l'Est, c'est une nouvelle zone de développement des entreprises marocaines, mais beaucoup seraient surpris d'apprendre que les premières entreprises qui ont exploré l'Afrique de l'Est et qui sont présentes depuis de nombreuses années et qui sont souvent leaders dans leur secteur, c'est les PME dans les technologies de l'information. Aujourd'hui, vous allez en Éthiopie, vous allez en Éthiopie, vous allez au Kenya ou en Afrique anglophone de l'Ouest, Nigeria, etc. Les premières entreprises marocaines qui sont présentes depuis 5, 7, 8 ans, c'est les entreprises de technologie et elles font d'excellentes choses. Donc, ne pensons pas que... C'est vrai que c'est les grosses structures qui sont souvent médiatisées, mais il y a des gens qui font de très belles choses et qui ont exploré ces pays depuis longtemps. Je sais que dans le secteur bancaire, de services au secteur bancaire, en Éthiopie, le leader, c'est une PME marocaine. Vous allez en Tanzanie, c'est la même chose. Vous allez au Kenya, il y a beaucoup d'entreprises marocaines qui sont en train d'opérer. Donc, souvent, la lecture qu'on a n'est pas forcément la lecture la plus médiatisée. Il y a des réalités qui se passent sur le terrain qui sont malheureusement pas médiatisées. Dernièrement, au Sud-Soudan, on a eu le plaisir de trouver une belle entreprise marocaine en train d'opérer depuis plus de 5 ans au Sud-Soudan. Donc, vous avez eu la belle surprise là-bas, c'est cela? Oui, la belle surprise. On nous a présenté un entrepreneur marocain qui était présent depuis 5 ans. Dans quel secteur? Il est dans les secteurs des mines, il est dans les secteurs de l'énergie, il est dans différents secteurs. Il a commencé par l'énergie, une petite centrale solaire, et progressivement, il s'est développé sur d'autres activités. Donc, il y a beaucoup à faire. Il y a certains même qui disaient à tout à faire. Il faut juste avoir l'ambition et la volonté et puis se retrousser les manches. Nous allons continuer notre discussion après cette courte page de publicité. À tout de suite.
Bonsoir et bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Juste avant la publicité, nous parlions de ces entreprises qui ont choisi de s'installer dans des pays, comme le citait Monsieur Diop, qui ne sont pas classiques, en tout cas en termes de connaissances, de culture, d'environnement, de business. Vous avez cité le Sud-Soudan et également l'Éthiopie. La PME qui s'est installée en Éthiopie. Alors, Monsieur Diop, vous venez d'être élu en tant que nouvel associé gérant de Mazars au Maroc, un cabinet d'audit et de conseil présent dans une vingtaine de pays. Donc vous aidez l'entreprise à se développer. Comment conseilleriez-vous à une entreprise marocaine de s'implanter en Afrique ou au contraire à une entreprise africaine de s'installer au Maroc? Oui. Donc dans une vingtaine de pays africains, juste pour préciser, oui, parce qu'on est sur 94 pays mondiaux. Donc aujourd'hui, il faut le dire, hein, ça fait bientôt plus de 15 ans qu'on accompagne les entreprises marocaines dans leur développement à l'international. Je peux dire qu'on a commencé l'aventure au début, on a été un peu précurseur, donc on a accompagné beaucoup d'entreprises, on a vu celles qui ont réussi et celles qui ont fait des erreurs. Aujourd'hui, c'est clair que l'un des messages clés qu'on passe, c'est d'abord d'aller vers des partenariats, comme l'a bien dit Mme Slassi. Aujourd'hui, il faut vraiment que l'entreprise marocaine puisse aller dans des joint ventures, s'associer avec des partenaires locaux. Est-ce que ça veut dire que c'est adopter un modèle un peu à l'américaine plutôt que franco Je ne dirais pas à l'américaine, je dirais à la marocaine. Il faut à l'américaine avec une sauce marocaine. L'imprégnation culturelle est importante. Et donc, pour justement avoir cette osmose culturelle, il est important d'avoir une vraie dynamique de joint venture. C'est très important. Moi, j'ai parlé de culture. Il ne faut pas penser que nous connaissons les différents pays du continent. Non, il y a un gap culturel sur lequel il faut travailler et sur lequel il est absolument indispensable de se préparer pour pouvoir aller dans la voiture. Autre élément aussi clé aujourd'hui, et on pousse les entreprises marocaines à le faire, c'est de travailler avec des ressources humaines locales. Parce qu'il ne faut pas que nous reproduisons des modèles où on envoie des expatriés à n'en plus finir. Aujourd'hui, les pays africains ne sont plus réceptifs à ce genre de choses. Surtout qu'il y a des... Mais est-ce que les formations ne devraient pas suivre aussi? Mais il y a des pays qui ont des gens extrêmement bien formés. Il ne faut pas penser qu'on va dans des pays où le niveau de formation est en deçà. Non, la ressource, elle est disponible dans beaucoup de pays. Elle est disponible, dans elle est certains formée. pays où elle n'est pas disponible, on peut toujours travailler avec les ressources de la région. C'est beaucoup plus pragmatique et ça permet de ne pas avoir une mauvaise perception de l'entreprise marocaine. Parce que ne l'oublions pas, la marque Maroc comme investisseur économique sur le continent est très jeune et fragile. Donc aujourd'hui, si on veut être dans la durée, il faut vraiment qu'on rentre dans cette dynamique de créer de la valeur ajoutée locale, de développer des entreprises, un tissu privé local et de travailler avec des ressources locales. Et vous avez aussi dit quelque chose de très important. Aujourd'hui, vous avez des investisseurs de différents pays africains qui sont de taille quelquefois beaucoup plus importante que nos propres acteurs privés. Aliko Dangote, qui est l'homme le plus riche d'Afrique, il n'y a pas de raison qu'ils ne viennent pas investir au Maroc. Donc aujourd'hui, il faut aussi... Est-ce qu'on fait des choses pour attirer les investisseurs africains? Aujourd'hui, il y a une dynamique qui est engagée. On fait des choses. Quand on est parti au Nigeria, on a présenté l'environnement des affaires, on a pitché pour que les entreprises... On a présenté les opportunités. Il y a des acteurs individuels qui essayent d'attirer. Aujourd'hui, partout où on va, on identifie des acteurs clés de certains pays pour les pousser à venir investir au Maroc. Parce que c'est comme ça qu'on va durer. Parce qu'il ne faut pas que ce soit quelque chose qui est dans un seul sens. Il faut vraiment qu'on ait cette dynamique. C'est cela. Et c'est ce qui permet, d'une part, de durer, et c'est l'économique qui va permettre aussi de changer la perception que les gens ont sur le plan politique. Aujourd'hui, le courant d'affaires avec le Nigeria va certainement beaucoup faciliter ultérieurement les relations politiques avec le Nigeria. Faire de même avec l'Afrique du Sud, faire de même avec la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Dans cette mouvance et dans cet esprit de partenariat et d'échange. J'aimerais parler de montage financier avec vous, Madame Fall, à présent, et de partenariat tripartite. De grands bailleurs, tels que l'institution que vous représentez ou encore la Banque mondiale, ont adopté depuis quelque temps un nouveau modèle ou mode opératoire dans la gestion des grands projets à destination des pays en développement, et ce, en plaçant entre les mains d'un pays tierce
qui dispose de l'expertise technique afin de réaliser un projet dans le cadre du pays bénéficiaire. Comment envisageriez-vous la place du Maroc dans ce partenariat tripartite? Écoutez, le Maroc est déjà placé, si je peux le dire. Comme vous le savez, tous les projets, les grands projets qui sont financés par le biais des institutions multilatérales sont des projets qui sont réalisés par le biais de commandes publiques, qui sont ouverts à toutes les entreprises et à tous les opérateurs, principalement du continent. Et donc, bien entendu, cette compétition offre des opportunités pour les opérateurs marocains d'obtenir des marchés dans d'autres pays et de réaliser des projets dans ces pays-là. Vous avez aussi certains pays qui sont à la fois bénéficiaires des financements, en tout cas pour ce qui est de la Banque africaine de développement, mais qui ont aussi, qui interviennent comme pays donateur. Pour reprendre le cas du Nigeria, vous savez que depuis près de 50 ans, le Nigeria a ouvert le Fonds spécial du Nigeria, qui a pour objectif de financer certaines activités dans le cadre des projets de développement en Afrique, où vous avez, par exemple, dans le cadre du Fonds africain de développement, qui est le véhicule principal de financement des projets de développement dans les pays à faible revenu, qui comporte parmi ce que nous appelons les États participants des pays africains. Le Maroc n'y est pas encore, mais vous avez l'Afrique du Sud ou d'autres pays. J'évoquais aussi justement la présence d'acteurs économiques, en l'occurrence bancaires, dans certains pays, comme relais peut-être, absolument, comme relais de financement de la Banque africaine de développement. Bien entendu, les grands opérateurs financiers et bancaires marocains sont partie prenante par exemple dans le financement des PME dans les pays d'implantation, et nous avons des mécanismes de lignes de crédit qui sont offerts sur ces segments-là, parce que les grandes institutions de financement internationaux ont besoin, à travers ces opérateurs bancaires locaux, et je dois souligner le savoir-faire justement de ces opérateurs qui ont su s'adapter peut-être plus que les investisseurs qui étaient là précédemment et qui disposaient de ces réseaux bancaires, parce qu'il y a une connaissance plus fine des besoins de ce type de marché, voilà. Notamment parce que c'est des marchés éclatés, qu'il faut réaliser des produits qui sont spécifiques aux problématiques locales. Par exemple, comme vous le savez, le Maroc a très très bien passé le cap de la bancarisation, et donc avec des réseaux bien implantés localement au-delà des grandes capitales ou des grandes régions. Et donc, bien entendu, ces expériences-là sont tout à fait bénéfiques dans le cadre du développement de la présence des entités marocaines. Et c'est pour ça que c'est le secteur bancaire, le secteur de l'assurance marocain est extrêmement bien placé dans ces segments. En parlant de financement, en termes de financement, Monsieur Hamadi, parce que je vous voyais esquisser des... Financement, c'est là où le bas blesse. Alors, on va le dire, même chez nous, au Maroc. La difficulté, c'est qu'on a toujours un financement, non pas par projet, mais un financement de l'entreprise. La lecture bancaire, c'est que vous allez présenter un projet, le projet est solvable, tout ce qu'il faut, à l'export ou même au Maroc. Après, on ne regarde pas la solvabilité de ce projet. On ne va pas se dire que oui, ce projet il est intéressant, il est solvable, on va mettre notre argent. On va regarder la solvabilité de l'entreprise. Peut-être l'entreprise, elle est récente, peut-être elle est petite, peut-être elle n'a pas la taille pour ce projet. Et c'est ce projet qui fera qu'elle passera à une autre taille. Donc la difficulté, c'est que les banques ne savent pas financer. Et même avec la Banque africaine de développement, c'est la réalité. Les banques ne savent pas financer. C'est la réalité. On peut se dire ce qu'on veut, mais la réalité, c'est là. Les banques prêtent à ceux qui ont aujourd'hui, qui présentent des garanties. Simplicité. Des entreprises ou des personnes que des projets. Que des projets, voilà. Exactement. Et donc la difficulté, c'est que même si on a des lignes
qui sont dédiés et qui atterrissent chez les banques. La difficulté, c'est l'escalade de la banque vers l'entreprise. Et c'est là où ça ne marche pas. Est-ce que parce qu'on n'étudie pas assez les dossiers? Non. C'est parce qu'on n'est pas formaté pour. C'est qu'au Maroc, on a la présomption de culpabilité. Vous êtes coupable et vous devez démontrer que vous êtes innocent. On n'est pas... Vous savez... Maître Slassi, c'est vrai. Parce que nous avons une avocate d'affaires. Hein. Tout le monde est en sursis, jusqu'à preuve du contraire. La difficulté, c'est celle-là. C'est que cet état d'esprit... Et enfin, on va y aller sur les États-Unis parce que j'ai aimé tout à l'heure l'intervention qu'elle avait dit. Elle avait un état d'esprit américain. C'est qu'aux États-Unis, vous pouvez dépenser ce que vous voulez. Vous avez une carte, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez acheter même un appartement avec téléphone, une villa avec téléphone, où vous faites confiance. Mais le jour où cette confiance disparaît, là, elle est rompue. Autre chose. C'est culturel, c'est vraiment culturel chez les Américains. Exactement. Et chez nous, c'est le contraire. On vous sermonne, non, vous ne pouvez pas dépenser au-delà de ça. Et si vous voulez au-delà de ça, il va falloir démontrer que vous avez la capacité de rembourser, et donc vous êtes solvable. Alors pour aller sur l'export, j'ai une petite proposition, parce que... J'aime bien les propositions qui sont formulées sur ce plateau, J'en profite parce que Yacine est à côté de moi, et donc c'est pour cela que je propose. L'idée est la suivante, c'est de se dire, il y a des lignes de financement, faisons en sorte à ce qu'il y ait une ligne à 0%, je ne sais pas si c'est possible, pour une banque, et donc elle a un argent à coût simple, sauf que cet argent devrait être escaladé à une entreprise qui s'établit dans un autre pays, avec un taux directeur, quitte à ce qu'elle gagne un petit peu. Donc en gros, on se dit... Allez, juridiquement, c'est possible? Bien sûr, c'est possible. Tout est possible. Tout est possible. Après, économiquement, pour... je pense qu'aujourd'hui, même au niveau mondial, il y a des prêts qui se font à des taux négatifs parce que le pays est très solvable. Donc faire un taux 0% pour une banque est, à mon sens, financièrement possible, avec l'obligation que cette banque l'escalade à un taux qu'elle veut, enfin un taux négocié, taux directeur de la banque centrale du pays ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, que le projet de l'entreprise qui va s'établir dans ce pays puisse profiter de cette ligne de financement. Écoutez, c'est un petit peu ce qu'on fait actuellement à travers les lignes de crédit qu'on offre aux banques commerciales, en leur demandant, en établissant des conditions de fonctionnement de ces lignes de crédit pour qu'elles soient rétrocédées et pour que les entreprises, les PME, les toutes petites entreprises bénéficient des taux très concessionnels, quasi nul, très concessionnel, dont bénéficient les institutions internationales qui sont AAA, comme la Banque africaine du développement ou d'autres institutions multilatérales. Le plus gros problème aujourd'hui dans le financement, c'est les garanties. C'est qu'on a au Maroc une approche qui est on veut couvrir le risque à tout prix, une fois, deux fois, trois fois. On a des projets qui sont couverts par des cautionnements, des nantissements, des hypothèques. C'est la philosophie des banquiers pour les projets de PME marocains, c'est couverture du risque. Sur les projets d'infrastructure dans les autres pays africains, donc on va chercher des financements internationaux, c'est encore une fois la question de la garantie. Et s'il y avait un risque politique, et s'il y avait un risque de défaut, et s'il y avait... Donc on essaye d'obtenir ce qu'on a souvent des garanties des États. Et ça, c'est très compliqué à obtenir, et c'est ce qui fait souvent que les projets sont difficilement bancables. C'est qu'on n'obtient pas les garanties souhaitées, et souvent les bailleurs de fonds sont très gourmands en termes de garanties. Et c'est pour ça qu'on crée de plus en plus les institutions multilatérales comme la Banque africaine du développement à développer une gamme de produits, y compris des produits de garantie du risque politique et d'autres types de produits qui visent à combler ces segments parce que pour nous, le développement des PME, le développement du continent ne peut se faire que par le développement des échanges et c'est le développement de ces échanges à travers un tissu de petites et moyennes entreprises, sans parler de la question de l'emploi, parce que la création d'emplois ne peut se faire effectivement que par le développement des PME au niveau national et au niveau régional. Alors vous parliez d'échanges justement, parlons à présent d'un élément qui pourrait freiner justement ces échanges, c'est la connectivité. La connectivité entre les pays, je ne parle pas maintenant ni de taxes, ni de financement, mais juste pour acheminer un produit lambda d'une destination à une autre, c'est l'un des freins, c'est l'un des arguments qui vous reviennent des PME peut-être, ou
que faisons-nous, que pouvons-nous faire pour justement rétablir une meilleure connectivité entre ces pays africains, alors qu'on parle d'un marché de libre-échange à l'horizon 2063? Oui, c'est clair que l'un des grands freins au développement du commerce intra-africain depuis toujours a été la connectivité dans tous les sens. La situation d'il y a 10 ans n'est pas la même que la situation d'aujourd'hui, il faut le rappeler, parce que quand même, on a eu des avancées assez intéressantes. Aujourd'hui, vous faites la route Casa-Dakar, de Tanger, vous pouvez aller à Bamako, à Niamey, etc. Donc il y a des choses qui s'améliorent. Il y a des corridors routiers qui sont dans les projets du NEPAD, qui sont dans les projets des grands bailleurs de fonds. Donc il y a beaucoup de... la route Dakar-Lagos est en cours, la boucle ferroviaire de l'Afrique de l'Ouest est en cours. Donc la collectivité, il y a un travail de fond qui est fait par les institutions, les bailleurs de fonds multilatéraux ainsi que les États pour pouvoir améliorer cette connectivité. Mais il y a encore du travail. Mais ce qui est encore plus important... Mais ils s'organisent, les exportateurs marocains, pour passer outre ces aujourd'hui, barrières? ils s'organisent. Aujourd'hui, vous avez 400 camions qui quittent la frontière sud marocaine pour aller vers les pays d'Afrique, de manière peut-être pour la plupart informelle, mais au moins... Informelle, voilà, c'est ça. Oui, au moins, l'agriculteur du Souss, ses oranges, sans problème de calibre ni quoi que ce soit, arrive au marché de Bamako, arrive au marché de Niamey. Mais l'agriculteur, il ne voit rien pour faire acheminer ses mangues vers... Ah non, mais aujourd'hui, sur Casablanca, vous avez les Moulkarossa qui ont les mangues qui viennent de Bamako, qui viennent d'ailleurs. Donc on arrive quand même à se débrouiller. Oui, mais c'est informel. Enfin, je veux dire, c'est là que justement le retour du Maroc dans l'Union africaine, notamment par une plus grande contribution au développement des programmes d'infrastructures. Vous savez que dans vous parlez de financement là non, les deux. Alors, ce que je voulais dire, c'est que vous savez qu'il y a un très grand programme intégré de développement des infrastructures en Afrique qui s'appelle le PIDA, qui est fait sous l'égide du NEPAD. Et le fait que le Maroc et de l'Union africaine, et le fait par exemple que le Maroc soit désormais membre de l'Union africaine, va permettre de renforcer, d'avoir quand même un poids lourd, quoi qu'on dise, d'un point de vue stratégique et financier, qui ne peut que renforcer ce programme. Bon, donc ça, c'est une illustration. Et effectivement, ces programmes de connectivité, d'intégration à travers les infrastructures au niveau du continent, c'est vrai qu'ils existent, mais il y a des ruptures. Vous avez, pour des raisons politiques, pour des raisons tarifaires, pour des raisons non tarifaires. Et donc, effectivement, si certains, l'absence, par exemple, précédemment, d'un pays comme le Maroc dans ces instances-là, et surtout sa présence de nouveau, va forcément renforcer ces programmes et peut-être accélérer leur réalisation parce que peut-être des situations qui étaient un petit peu complexes, aujourd'hui vont se renforcer. Peut-être que ça va faciliter aussi la possibilité pour le Maroc de rejoindre certains groupements régionaux et sous-régionaux. Et donc, bien entendu... Quand vous dites rejoindre certains groupements régionaux, est-ce que vous pouvez nous... D'un point de vue, vous avez des unions douanières, vous avez des communautés économiques régionales telles que la CEDEAO, telles que... d'autres communautés économiques régionales. Et effectivement, le fait d'être au sein de cette communauté continentale va permettre... on parlait des questions tarifaires. Voilà. On sait qu'aujourd'hui, il est absolument crucial que les négociations douanières et tarifaires entre pays africains se fassent, puisque aujourd'hui les importateurs européens et américains, et nous avons, la banque vient de réaliser une étude là-dessus, sont beaucoup plus compétitives parce qu'il y a eu des négociations sur les tarifs douaniers avec ces partenaires-là, alors qu'il y en a très peu. C'est vrai qu'il y en a pas mal à l'intérieur des communautés économiques régionales, mais entre communautés économiques régionales, bien entendu, ça peut faire monter, c'est par exemple pour la CEDEAO,
CEDEAO, qui est la plus proche, 5%. Mais si vous regardez les communautés des États de l'Afrique centrale, ça pourrait monter, les exportations marocaines pourraient être montées de 23%, 15% pour le COMESA, qui est un marché énorme de 475 millions de personnes. Aujourd'hui, très clairement, il faut qu'il y ait un travail de fond pour arrimer le Maroc à ces communautés économiques régionales où il y a des intérêts et une réalité d'échange économique. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'humain, mais la réalité économique n'est pas là. La réalité économique dans les échanges, aujourd'hui, elle est entre le Maroc et la partie sud de l'Afrique. Donc il faut absolument que la prochaine bataille, en tout cas diplomatique, soit sur l'intégration du Maroc à la CEDEAO, à des espaces où on a une réalité d'échange économique. C'est ce qui permettrait aussi de développer les échanges et forcément de créer des lignes maritimes, parce que c'est clair que les conteneurs qui arrivent, qui reviennent à vide ne favorisent pas les lignes maritimes. Même si Tanger Med a permis de développer beaucoup de choses, d'augmenter le trafic avec l'Afrique subsaharienne de plus de 40%, mais aujourd'hui, c'est le développement des échanges qui va renforcer la connectivité. Parce qu'il y aura plus d'offres de transport, forcément les coûts logistiques vont baisser. Et là, c'est un travail de fond qu'on doit faire. Je sais qu'actuellement, Tanger Med s'allie avec beaucoup d'acteurs. Il y a un certain nombre de personnes, d'entités. La Société nationale de transport et logistique est en train de créer des pôles logistiques. Mais tant qu'on n'aura pas cet arrimage à ces communautés économiques régionales pour être dans un espace douanier commun, on ne va pas y arriver. Et aujourd'hui, on a la chance, on ne peut plus nous taxer d'être des exportateurs uniquement. Oui. Le Maroc est premier investisseur en Côte d'Ivoire, deuxième investisseur dans toute la zone d'Afrique francophone. Quand même dépassé par la France. Oui, 2015, mais bon, c'est pas grave. Dépasser une année, on reviendra. C'est pas grave. Reviendra. Voilà, mais c'est bon, c'est pour relancer la deuxième investisseur en Afrique francophone. Ouais. Donc aujourd'hui, on ne peut plus nous dire que vous êtes un pays qui veut que exporter vos... Non, on est investisseur. Donc la réalité... La preuve. Mais il y a pour l'intégration brièvement, parce qu'il nous reste vraiment très peu de temps. Simplement pour l'intégration financière, il y a un préalable qui est la convertibilité du dirham, qui est une étape, à mon sens, importante. Ça va se faire graduellement. Cela va se faire graduellement. Je suis vraiment navrée, il nous reste plus de temps. On vient de m'informer que le temps de l'émission était terminé. Permettez-moi de vous remercier d'avoir accepté l'invitation. J'aimerais bien continuer la discussion également, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais en tout cas, on en a dit plutôt pas mal. Nous allons certainement avoir l'occasion de reparler de l'avenir de ces échanges et de ces investissements maroco-africains et africains au Maroc. Et je termine avec cette citation du discours de Sa Majesté au lendemain de la réintégration du Maroc à l'UA. Il est temps que les richesses de l'Afrique profitent à l'Afrique. Merci mesdames, messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain à 22h pour un nouveau numéro de l'Hebdo Écho. Très bonne suite des programmes sur notre antenne.